commencer, ce webinaire est, pour rappel, à destination des administrateurs. Oui, clairement, clairement. Donc, le webinaire aujourd'hui n'est pas vraiment destiné ce qu'on appelle aux end users, ou plutôt clairement à une population qu'on pourrait dire qui pourrait être intermédiaire. Donc, certains de nos clients ont parfois formé certains utilisateurs à l'utilisation du designer pour pouvoir laisser certains directeurs de département, par exemple, modifier certaines valeurs dans le système sans avoir besoin de passer par le département ICT. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais donc grosso modo, si vous êtes administrateur ou si vous êtes plutôt fonctionnel ou côté ICT, ben oui, clairement, le webinaire vous est destiné. Si vous êtes end-user pur, bon, vous pouvez le suivre, mais c'est plutôt à titre informatif pour voir ce qu'il est possible de faire assez facilement avec l'outil pour pouvoir dialoguer plus facilement avec votre département Voilà. ICT. Peut-être que ça vous donnera des idées sur des choses que vous ne faites pas encore ou pas assez. Et le but, c'est toujours essayer de vous aider à mieux comprendre l'utilisation des Mm, fichiers, mm. de vous donner des idées pour l'utiliser le mieux possible pour vous et de répondre à vos questions pendant le chat ou après le chat via email. Donc voilà, n'hésitez pas. L'interactivité, c'est ce qu'on aime aussi. Voilà, alors autre point aussi, j'ai vu que pas mal de participants aujourd'hui sont des partenaires ou des clients ayant déjà suivi la formation sur le designer. Alors pour toutes ces personnes, ben, je suis un peu désolé, ça va être un peu une redite sur certains points parce que si vous avez suivi la formation, je vais peut-être pas vous apprendre énormément de choses, mais bon, je vous invite quand même à suivre le WebSem, c'est toujours bien d'avoir une petite redite. Donc voilà, un C'est vrai. rafraîchissement. En parlant de ça, par rapport aux formations, je jump dessus. Mhm. Cette présentation ne sera pas vraiment comme une formation. Non. Donc, c'est un peu parallèle. Tu donneras des indications, tu donneras des Mm. choses, un peu des explications, Oui. mais il y a des formations dédiées aux administrateurs. Confluence, si je me souviens bien. Non, Donc, ouais, sont basique, vraiment, voilà. ouais, on a Basique et avancé. Donc, il voilà, y en a basique et deux. avancé sur le designer. Aujourd'hui, on va toucher des éléments qui sont plus en rapport avec la formation dite basique. Mais clairement, il y a deux formations qui, au total, vous donnent en fait une journée complète de formation sur l'outil. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, en grosso modo 30 minutes de jeu avec l'application, on ne sait pas vous former au même titre que si vous suivez la formation détaillée. Mais on va quand même essayer de rentrer un peu dans les Voilà, détails. voilà, exactement. Que Allez, fait-on aujourd'hui? Allez, on va parcourir les utilisateurs, les groupes, tout ce qui est en relation avec les droits, les sécurités, les autorisations que l'on laisse ou pas aux utilisateurs et aux groupes. On va aussi voir quelques notions liées aux champs, à leur présentation à l'écran, donc les formulaires. Je vais aussi passer en revue la possibilité de créer une entité dans le système. On va terminer par le contenu. Donc en général, quand on a créé des champs, quand on a créé l'ensemble des éléments qu'on veut représenter à l'écran, eh bien, on a besoin de pouvoir aussi positionner des valeurs dans des tables. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'une lookup, comment remplir des valeurs dans une lookup et comment créer des références pour pouvoir mettre des références automatiques sur les documents, les sociétés, enfin n'importe quel élément en fait dans ici. On oui, terminera par une petite séance de questions-réponses. tout à fait. Mais je vous invite à poser vos questions aussi durant la démo, comme ça on en prend note durant la présentation des éléments. Et si on peut y répondre de suite, on le fera de suite, sinon on les rassemblera en fin de WebSem. Voilà, c'est parti? C'est parti. Allez. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer la correspondance aussi entre la partie user, interface, et comment ça se représente dans le design. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est je me suis connecté dans une base de démo qui a été créée et utilisée pour réaliser une maquette en fait pour un prospect. Et donc, je viens d'ouvrir en édition la fiche d'une société. Quand j'édite la fiche d'une société, ce que j'observe, c'est globalement des champs qui sont présents à l'écran sur un formulaire. Donc c'est le formulaire ici qui s'appelle le formulaire d'édition, vu qu'on est en train de créer ou de modifier la fiche d'une société. Et ce formulaire d'édition est structuré en plusieurs blocs d'informations. Je vois le bloc main, le bloc contact et le bloc adresse. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais aller me connecter à l'outil de design pour vous montrer comment on retrouve ces informations dans le système, comment est-ce qu'on crée un nouveau champ dans le système
et comment on fait appel à lui dans ce formulaire. Donc, hop, je rabaisse cette fenêtre-ci. On va se retrouver maintenant face à mon designer, un login et un mot de passe. Donc, pour rappel, tous les utilisateurs ne peuvent pas se connecter au designer. S'ils n'ont pas reçu le droit spécifique pour se connecter, eh bien, ils seront refusés dès cette page d'accès. On verra tout à l'heure aussi comment clairement pouvoir donner ces droits aux utilisateurs. D'accord. Donc, Donc, moi, je ne pourrais pas l'avoir, par exemple. Non, non, tu n'as pas le droit. Ici, chez ici. Non, 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 non. Dommage. Mais c'est comme ça. Chacun son rôle. Donc, allez, on a dit qu'on allait aller voir des champs. Donc, j'étais dans l'entité société. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la vision des champs, je vais sélectionner la table qui m'intéresse, c'est la table des sociétés. Ok. Et sur la gauche, je retrouve systématiquement l'ensemble des champs qui sont, à l'heure actuelle, placés en standard dans le système. Et ça, c'est les champs qui apparaissent chez nous ou les champs standards? Non, ici, la majorité des champs, je vérifie, tous les champs que je vois à l'écran sont des champs standards. Mais pour nos utilisateurs, ça pourrait être chez eux des champs aussi de chez eux. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors donc, on peut rajouter directement sur la table des panneaux d'information. Donc un panneau d'information, c'est une sorte d'écran complémentaire auquel on donne un nom. Donc ici, je vais donner le nom démo WebSem. Et ce panneau me permet d'avoir maintenant une interface qui me permet de poser des champs sur le panneau. Donc, je peux ajouter des champs. Au moment de la sélection du champ, on est invité à rentrer un nom de champ, choisir le type de champ et le type de contenu que va avoir ce champ. Alors, s'il vous plaît, si vous créez un champ, donnez-lui un nom cohérent. Le nombre de cas clients que j'ai rencontrés ou de partenaires qui désignaient des champs avec des noms qui ne correspondaient pas en fait à leur utilisation. Donc il faut que ce soit le plus clair possible parce que ce nom-là va servir évidemment pour l'utilisateur qui va se retrouver derrière son écran, mais aussi pour vous dans le futur pour retrouver l'ensemble des éléments. Donc je vais commencer par un champ basique. Je vais créer une checkbox. Le champ le plus simple. D'accord. Donc je vais l'appeler ici check démo pour l'occasion. Et en édition, je vais choisir j'ai plusieurs valeurs qui s'offrent à moi. Donc j'ai une zone d'édition, une drop-down. Donc une drop-down, c'est clairement une liste avec des valeurs. Une liste déroulante avec des valeurs. La checkbox, le mémo, etc. Le champ picture, le champ signature, qui là aussi reprennent des fichiers en fait. Donc on peut directement prendre un fichier JPEG typiquement pour l'insérer dans la base de données. On a la possibilité de rajouter des text labels. Donc là, c'est clairement donner simplement un nom sur l'écran. Donc c'est afficher de l'information, mais ce n'est pas de contenu. Donc on affiche simplement, voilà, ce champ sert à ceci, par exemple. Et donc on peut créer cela à l'écran. Et Groupbox, donc là, ça permet d'avoir une box qui permet de regrouper en fait certaines valeurs. Donc ce que je vais faire ici, comme on l'a dit, c'est checkbox. Je crée une checkbox. Par défaut, le système me dit qu'est-ce que tu voudrais faire avec cette checkbox lorsque tu crées une nouvelle société? Est-ce que tu veux que la checkbox soit déjà cochée ou est-ce qu'elle doit être non cochée? Donc, simple, not checked ou checked. Imaginons checked. Voilà, voilà. On l'a créée, elle est présente, on peut la déplacer à l'écran, bien entendu, pour la positionner à l'endroit où l'on veut. Certaines valeurs ici en dessous sont assez importantes. Ça permet de qualifier en fait le champ. Ces éléments de qualification diffèrent en fonction du type de champ qu'on a sélectionné. Ici, c'est une checkbox, donc on a certains éléments qui sont dispo. Si on avait sélectionné une drop-down, par exemple, on a d'autres champs de qualification qui permettent de définir la structure du champ sélectionné. Donc, certaines valeurs sont vraiment importantes, ils sont présentes partout. Est-ce que ce champ est indispensable à la création du nouvel élément dans FICI? Donc, tu crées une nouvelle société, tu viens de mettre une case à cocher, est-ce qu'il faut impérativement qu'il soit rempli ou pas pour pouvoir créer la société? Donc, un champ mandatory ou un champ obligatoire. Un champ, c'est un champ conditionnel en fait, c'est ça, hein? Ben, On pourrait appeler ça un peu. Ouais, s'il n'est pas sélectionné, si on ne l'a pas rempli, ben, on ne peut pas créer la nouvelle société. Okay. C'est assez important en effet. Alors, le search field permet donc de déterminer que ce champ va devenir searchable, donc on va pouvoir rechercher sur le champ dans la fenêtre de recherche liée aux sociétés dans ce cadre aussi. Query field permet de déterminer si on peut faire ce qu'on appelle des requêtes sur ce champ. Donc, utiliser ce champ pour faire une requête, donc créer une query pour ceux qui ont l'habitude des termes anglais.
dans Iffici. Donc il apparaîtra dans la liste des champs qui peuvent être consultés pour créer la requête. Donc ça sont vraiment les éléments clés et indispensables. Vous avez en dessous la petite case int qui permet de positionner un commentaire sur le champ. Donc quand on se déplace avec sa petite souris directement au-dessus du champ, eh ben, hop, on voit un petit pop-up qui apparaît pour donner en fait des informations sur le champ, comment le remplir ou quelle est sa représentation, qu'est-ce qu'il représente. Ça, ce serait plus pour les end-users alors, évidemment. Ce serait plus pour les end-users, ouais. Pour qu'eux comprennent justement à quoi ça sert. Ok. Donc là, on a créé un champ de type checkbox. Facile, simple, magnifique. Créons un deuxième champ, une drop-down. Champ classique aussi. Donc, drop démo. Et je vais choisir, dans ce cadre-ci, une drop-down box. Je choisis le type d'information que je vais mettre dans la drop-down. Est-ce que dans la drop-down, j'aurai du texte alphanumérique, seulement des numériques avec des décimaux, des dates et des heures, des numériques, des small integers, etc. ou une définition de la monnaie utilisée. Je vais prendre le cas le plus classique pour la drop-down, c'est de l'alphanumérique. Je fais OK. Il m'a positionné mon champ par défaut en dessous du champ précédent que j'ai créé. Je le positionne à un autre endroit à l'écran. Et là, on voit que j'ai des éléments complémentaires qui sont renseignables dans la définition du champ. Tout en bas, j'ai lookup definition. C'est là où on vient dire, tu viens de créer un champ, il doit contenir une lookup. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme lookup? Laquelle veux-tu sélectionner? Alors, par défaut, on a accès évidemment à la liste de toutes les lookups qui sont déjà créées dans le système. Donc, des lookups que vous connaissez bien, c'est par exemple la lookup mode et nature sur les actions qui permettent de dire quand on est dans l'agenda quel type de rendez-vous on a. Je vais par exemple prendre celui-là, je vais prendre mode par exemple. Du coup, maintenant, le champ ici, quand je cliquerai dessus, eh bien, à l'intérieur, je retrouverai des valeurs qui sont déjà contenues dans la lookup action mode. C'est très intéressant de pouvoir utiliser les mêmes définitions de lookup sur plusieurs champs, mais je vais vous expliquer tout à l'heure quand on créera une lookup qu'il faut garder une dénomination réellement importante. Ici, on voit bien qu'on a LK pour lookup, acti, mode, donc sur les actions, le mode, en fait, le champ mode sur les actions. Donc, on essaye de toujours garder le même type de nomenclature, de dénomination des lookups pour que ce soit facile à retrouver. Quand on voit LK, on sait que c'est lookup. Yes. Et quand on voit mode, on sait que c'est mode, c'est la dénomination. Exact, d'accord. Tout à fait. Alors, je répète parce que c'est très technique. Donc, c'est bien pour comprendre. Et donc, c'est tous les champs de mode qui iront se mettre au-dessus. Exact. Ok. Ouais. Donc, imaginons que j'ai créé ces deux champs, ce panneau, et que je veuille maintenant les mettre en fait dans la base de données. Parce que ce que je fais là, je design les éléments, je les dessine à l'écran. Mais ce n'est pas pour ça que ces champs sont déjà créés dans la base de données. Donc, il faut vraiment dire au système, maintenant, tu vas les injecter dans la base de données, tu vas créer la structure et tu vas aussi les rendre disponibles dans l'interface. Donc, ça se fait en une seule opération. Je dis, je crée et il va créer et mettre à disposition. Ah, quelqu'un dit que le son est d'assez mauvaise qualité. C'est embêtant. Ah, des coupures de son. Que se passe-t-il avec nos amis Adobe? Peut-être que si on te rapproche un peu. Allez, on va encore me rapprocher. Donc, dites-moi si là, le son est un peu meilleur. Dans tous les cas aussi, il y aura le replay vidéo qui sera envoyé. Donc, voilà, on espère que ça pourra vous aider. Mais comme ça, on le sait aussi pour les prochains webinaires, peut-être d'arranger ça avec Adobe. Ouais. On va voir ce qui se passe là. C'est étrange. Bon, je vais essayer de parler le plus clairement possible. Donc, on a donc dans l'idée créé deux champs, et maintenant ces deux champs, je veux les publier en fait directement dans l'interface. Que dois-je faire? Je dois aller sur le bouton Apply Structure. Quand je pousse sur ce bouton Apply Structure, le process va être lancé. Donc, en cliquant dessus, un message apparaît. Qu'est-ce qu'il dit ce message? Eh bien, c'est un message réellement important. C'est un message qui vous invite à faire un backup de votre base de données avant de modifier la structure. Alors, c'est réellement important de bien comprendre que ce que je suis en train d'effectuer à l'heure actuelle, créer des champs dans une base de données, je vous conseille vivement de ne pas le faire dans une base de données de production. C'est-à-dire? Bien, de production, c'est sur votre base de données que vous utilisez au quotidien. Ah oui, d'accord. Donc,
Le plus important dans ce cadre-là, quand on veut créer de nouveaux champs, quand on veut les tester, quand on veut voir si ça a de la pertinence, quand on veut les montrer aux utilisateurs pour la validation, c'est de faire cela en sur une base de données de test, un environnement spécifique qui va vous permettre de créer des champs sans avoir peur de tout casser, globalement, ou sans avoir besoin de supprimer des champs par après. Donc, pour avoir un environnement de test, si vous êtes dans notre cloud, vous pouvez clairement nous envoyer un mail, soit à votre account manager, soit à votre équipe de gestion de projet, si vous ne possédez pas encore de base de test, demandez-leur, est-il possible d'avoir, s'il vous plaît, une base de test, et on va vous dupliquer l'environnement que vous possédez à l'heure actuelle. Donc, ce sera une copie complète de ce que vous possédez en production qui est mise à disposition dans un environnement de test sur nos serveurs derrière la dénomination efficitest.com. Donc, c'est un autre nom de domaine pour vraiment gérer l'ensemble des environnements de test. Alors, une fois qu'on a l'environnement de test, on est plus à l'aise. On n'est pas obligé de systématiquement faire un backup de l'environnement de test. On peut y aller. Très sincèrement, le process fonctionne, je dirais, super bien. Donc, il est très rare qu'on ait une erreur qui se produise pendant la création des champs. Donc, vous pouvez y aller de manière détendue dans votre environnement de test. Et si une erreur survient, ou si vous avez besoin de faire ce qu'on appelle un rollback, donc revenir en arrière, pas de problème. Une demande auprès de notre département cloud et on va pouvoir, dans ce cadre-là, vous remettre la DB de test dans l'état original avant votre manipulation. Donc, je ne vais pas ici aller créer la modification de structure dans la DB parce que c'est un environnement de test que je vais pouvoir réutiliser pour d'autres futures présentations. Mais on va jumper maintenant dans l'idée, on a créé des champs, on va aller prendre ces champs et on va les mettre directement à l'intérieur du formulaire qu'on a vu tout à l'heure qui permet de voir les champs au niveau de la société. Donc, Mais donc si tu appuies sur ce bouton, oui, il y a quand même... il y a tout un petit process qui tourne, qui se lance, qui s'exécute tout seul et qui va faire en sorte que l'ADB va être modifiée et l'interface sera modifiée aussi. Okay. Alors, pour rappel, l'interface est modifiée, mais les utilisateurs qui sont connectés auront besoin de se déconnecter et de se reconnecter à la base de données pour voir ces champs. Parce qu'en fait, le contexte dans lequel se trouve l'utilisateur est chargé au moment de son login. Donc, si on fait bouger la DB entre-temps, eh bien, il aura besoin de se déconnecter et de se reconnecter pour voir ces champs apparaître. Idem au niveau de la gestion des droits et des sécurités qui en découlent. Allons dans les formulaires. Nous étions en édition d'une société. Donc, je vais rechercher au niveau des sociétés, donc compagnie. J'ai deux formulaires, un formulaire de consultation et un formulaire d'édition. Je vais aller configurer ce formulaire d'édition. Et c'est là qu'on retrouve sur la gauche les trois blocs principaux que je vous ai montrés au tout début. Main, contact et adresse. En cliquant sur Main, je vais retrouver les champs. Voilà, si je refais le parallèle, je vais retrouver dans Main Legal Form, VAT, Company Kind, Activity et Banner. Ok. Donc, je retrouve ces éléments directement définis ici. Que vais-je faire? Je vais choisir de rajouter un autre champ. Imaginons que je décide de rajouter le champ Phone 4. En cliquant sur le champ, il apparaît maintenant directement à l'intérieur de la définition du formulaire. Et je peux lui donner en fait une définition. Donc je peux lui dire affiche-le d'une certaine manière. Ici, je vais lui demander affiche-le comme un type numéro de téléphone. Comme ça, il sait que voilà, l'affichage sera rendu le plus adéquat possible. Idem au niveau de la présentation. Donc c'est important dans les formulaires de consultation de dire au système quel type d'information va être contenu pour que, exemple, quand on clique sur un numéro de téléphone, le système sache que si vous avez le lien CTI qui est mis en place, donc le lien avec le central téléphonique, qu'à ce moment-là, le système va faire le dial-up. Donc, il va communiquer pour lancer la composition du numéro de téléphone. Idem pour une adresse email. Il va automatiquement ouvrir, dans ce cadre-là, votre outil de messagerie, etc. Donc, voilà. Ici, on voit qu'on a des éléments lookup. Est-ce qu'il faut, excuse-moi. Oui. Est-ce qu'il faut connaître les dénominations phone, lookup? Il y a des. Oui. Donc, oui. Il y a une documentation qui est associée à ça et qui permet de les connaître, effectivement. C'est assez important. C'est assez important. Si on ne le met pas, par défaut, il va afficher ce qu'il pense être la bonne valeur, mais c'est pas, voilà, c'est pas le plus pertinent. D'accord. Aurore nous demande justement où peut-on avoir la liste des définitions possibles? Eh bien, vous avez cela dans
dans l'aide en ligne. Donc, en haut à droite, vous avez le Help. Et dans le Help, vous allez arriver directement dans le manuel d'utilisateur. Et vous avez aussi d'autres éléments d'échange sur l'EDN. Donc, l'EDN, c'est vraiment l'endroit où j'invite tous les administrateurs système à se rendre, edn.fci.com. Vous allez arriver sur toute une série, enfin, c'est un site en fait de référence pour les administrateurs et les développeurs d'FICI. Et donc, là-dedans, il y a vraiment une mine d'informations. Donc, les administrateurs guides, c'est là où je vous invite à aller faire un petit tour déjà. Vous allez retrouver tous les éléments de définition des plateformes supportées, comment est-ce qu'on installe un FICI, comment utiliser le designer. Ça, c'est clairement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et puis, on a plein d'autres éléments qui sont à consulter, qui sont dispo. Vous pouvez retourner directement ici. Pour tout ce qui est développeur, ben là, on a plein de petites références aussi sur comment faire des migrations, comment modifier les scripts, les serveurs scripts, etc. Donc, il y a plein d'infos. On met ce site continuellement à jour pour que vous ayez le plus d'infos possible. Si vous avez une question très pointue, très précise, je vous invite à aller sur l'Overflow. L'Overflow, c'est l'endroit où c'est une sorte de communauté avec l'ensemble des développeurs qui sont chez les partenaires, en interne chez FICI et aussi les architectes et la R&D. Et donc, si vous posez une question, ce sera pris en charge en direct et on vous redirigera vers un poste qui a déjà été répondu si c'est une question déjà connue ou bien on vous répondra directement. Donc voilà, allez-y, allez faire un tour là-dessus, c'est pas plus mal. C'est vrai. Moi, j'utilise l'Overflow, par exemple, de temps en temps, et c'est nos collègues directement qui me répondent. Exact. Donc, c'est ça qui est aussi sympa, c'est que là, vous avez vraiment des réponses en direct. Ils vous indiquent s'il n'y a pas eu de réponse par rapport à votre question, ben, là, ils vous répondent directement. Et si jamais il y a déjà eu une réponse, vous n'êtes pas la première personne à vous poser cette question, ils vous réindiquent vers un tuto, des explications qui ont déjà été faites et données. Donc, c'est assez bien fait et franchement, les gens vous répondent. C'est ça qui est sympa. C'est clair. Donc, sur la gauche, on a toujours donc ces trois grands blocs d'informations qu'on appelle des sections. Oui. Imaginons que vous souhaitiez rajouter une section, rien de plus simple. Je dis j'ajoute une section, je lui donne un nom, la section démo, je fais OK. Et maintenant, une section complémentaire apparaît. Je peux cliquer sur la section. À l'heure actuelle, elle est vide. Je rajoute des champs, même principe que là tout à l'heure. Et c'est parti. OK. Alors, à quoi servent ces petites icônes qui sont présentes ici? Elles permettent de choisir l'ordre dans lequel vont s'afficher en fait les sections. Quand vous observez les sections directement à l'écran ici, vous vous dites, mais tiens, il n'y a pas d'ordre. Mais par contre, dès l'instant où vous allez penser le travail en responsive design, là, on se rend compte que l'ordre a de l'importance. Ne va pas trop vite parce que parfois, ça ne suit pas toujours. Comme ça, les gens peuvent bien voir. OK. OK. Donc, ça positionne les blocs dans un certain ordre. OK. Allez. Avant que tu recommences, je vais peut-être essayer de prendre la question de Jiri qui nous demande si on peut ne pas afficher le nom d'une section à l'édition. C'est une bonne question. Probablement pas directement dans le designer. Je vais vérifier. Mais très probablement dans le fait de modifier la page, en fait, la page web. Je vais vérifier. Company, edit company, demo, label position, not displayed. Si, on peut le faire maintenant. Ah. Donc, on peut clairement définir qu'on ne verra pas le nom. OK. Donc, j'espère, je pense que ça répond à la question. J'espère. Il semblerait. Alors, allez. Tu as vu, ça continue à être interactif. Olivier nous pose une autre question. Oui. Olivier nous demande, on a vu dans le designer qu'on pouvait créer des panneaux. Et à quoi servent-ils? Alors, les panneaux, en fait, ont pour but de positionner les champs en essayant de les regrouper pour qu'ils aient... imaginons, je vais essayer de vous expliquer ça de manière assez claire, interactive. Ouais. Je prends un contact. Donc là, j'ai toute une série de champs standards sur le formulaire de base. C'est vraiment le premier écran qui apparaît. On peut créer des panneaux complémentaires et on peut créer des catégories en fait, d'informations complémentaires. Ici, je vois que j'ai un panneau supplémentaire employé. Donc, en cliquant sur employé, je vais avoir des champs qui concernent les employés. Donc, je vais avoir des catégories d'informations avec des panneaux. Donc, je peux créer des panneaux qui viennent s'insérer dans des catégories d'informations.
Et ces grandes catégories d'informations, je vais après pouvoir leur donner des droits et des sécurités associés. Donc, je peux dire certaines personnes ont accès à certains types d'informations, mais pas à tout. Donc, ça se justifie tant par le regroupement d'informations que par le fait après de pouvoir donner en fait des droits et des sécurités associés. Ok, parfait. Bah, ça nous fait peut-être jumper sur la prochaine partie, justement. Yes. Alors, juste petit point d'une demi-seconde. Oui. La vue Chronos, qui est une vue massivement utilisée par nos utilisateurs, qui permet d'avoir sur une société, sur un contact, la vue chronologique de tout ce qui a été créé. Par défaut, elle n'est pas active sur l'ensemble des entités d'Efficie. Mais au travers du designer, vous pouvez directement dire, je vais dans Chronos, je choisis, en fait, là, je vois que j'ai les entités qui sont actives avec Chronos sont les incidents, les opportunités, les projets, les contacts et les sociétés. Oui. Si je veux en rajouter une, le petit bouton vert à droite, j'ai la liste de celles qui sont encore activables. Donc, imaginons ici les produits. Hop, je dis produits. Je peux détailler, en fait, l'ensemble des éléments. Est-ce que c'est les champs de type master ou detail? Je ne rentre pas dans le détail. Il y a vraiment la possibilité de voir tout ça directement dans le manuel utilisateur, mais c'est vraiment excessivement simple. Vous sélectionnez les valeurs qui vous intéressent, vous dites OK, je sauve, et automatiquement ce sera publié, la vue Chronos va arriver, elle sera générée. OK. On passe aux droits et aux sécurités, qui est un vaste sujet. Donc, premier point, les utilisateurs. Je vois en cliquant sur utilisateur que j'ai la possibilité de traiter des users, ici ce qu'on appelle des groupes, un peu après des équipes. Les équipes, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on doit entrer dans la notion de gamification, etc. C'est vraiment plutôt pour jouer en équipe, avoir un team leader et puis c'est un webinaire à part entière. entière. Ouais, tout à fait. Et les ressources. Donc aujourd'hui, on va juste voir créer un groupe, créer en fait un user et comment créer une ressource. Donc je prends un utilisateur que j'avais créé hier en fait. L'utilisateur Fabrice Lambert. Ouais, c'est moi. Donc, on lui met toujours un user code. C'est ce qu'il va utiliser pour pouvoir se connecter. Donc, moi, pour me connecter dans cette base de données, je vais devoir taper Fabrice. Je mets le full name associé. Je peux définir quelle est la langue de base en fait de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur est actif ou pas? Très important. Donc, quand on crée un nouveau user, mettez-le actif. Par contre, on ne supprime pas des users. On les désactive. Le but est de garder donc dans l'historique ce que l'utilisateur a créé. Garder le lien avec l'utilisateur, même si on ne le rend plus visible en fait dans les listes de sélection des utilisateurs. Parce que si on le supprime, on perd la donnée, c'est ça? On ne perd pas la donnée, on perd le lien avec l'utilisateur qui a créé la donnée. Donc on voit plus qui est l'utilisateur qui a créé ce document. Donc c'est pas super pertinent. Quand on désactive un utilisateur, ça redonne en fait une licence aussi. C'est assez important. Donc, si vous avez 10 users, 20 users, 100 users, vous désactivez, vous réactivez un autre utilisateur et la licence va basculer sur le nouvel utilisateur. Et donc, on choisit la licence type qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un full user? Est-ce qu'il utilise des licences concurrentes? Ou est-ce qu'il utilise des licences read-only? Ou est-ce que c'est un utilisateur qui a aussi une licence de réplication? Donc, une base de données embarquée qu'il a par exemple sur son laptop et qui synchronise les données directement avec son laptop. Vaste sujet, si vous avez des questions là-dessus, on y reviendra avec grand plaisir, mais hors du cadre de ce web séminaire. L'authentification, donc comment est-ce que l'utilisateur s'authentifie? Est-ce qu'il s'authentifie avec un login et un mot de passe qui sont dans Efficie? Donc on crée le mot de passe dans Efficie, on laisse Efficie gérer le mot de passe, ou bien est-ce que vous avez un Active Directory par exemple type Microsoft, auquel cas vous pouvez dire, en fait, je vais utiliser le mot de passe qui est déjà connu pour l'environnement Windows de mon utilisateur. Donc dans ce cadre-là, on définit plutôt le LDAP et on pointe vers le LDAP de l'entreprise et de l'utilisateur. Alors, les options de base. Password Management, Password Management a du sens quand on est en natif, c'est-à-dire quand on laisse Efficie gérer le mot de passe. Ça n'a absolument aucun sens quand on met un Active Directory parce que là, on peut avoir directement sa gestion des mots de passe, la définition du type de mot de passe, la longueur, le nombre de caractères spéciaux, etc., directement dans l'Active Directory. Ici, donc, on peut déterminer si un password n'expire jamais, option que je ne préconise absolument pas. Donc, laisser le fait de pouvoir changer le mot de passe après un certain laps de temps. Chez nous, c'est même obligatoire. Et oui, c'est obligatoire. Et vous avez aussi la possibilité, ça c'est bien pratique, quand vous créez un nouvel utilisateur, donnez-lui
un mot de passe générique pour sa première connexion et il sera invité à changer son mot de passe pour mettre son mot de passe personnel lors du premier login. Donc voilà, utilisation pratique. Les mail properties, très important. Donc l'objectif est de pouvoir associer le compte de l'utilisateur à une fiche de contact dans FICI. Donc on crée l'ensemble de nos employés dans FICI, on relie les employés à la société cliente, et sur la fiche de la personne, on renseigne bien son numéro de téléphone, son adresse email, etc. Et donc du coup, quand on va associer la fiche, donc quand j'arrive sur une jolie fenêtre de recherche old style, voilà, là je recherche dans la base de données, je trouve bien Fabrice Lambert qui est lié à la société FICI Headquarters et il possède bien une adresse email. Donc ça, FICI va s'en servir après pour pouvoir gérer les notifications, pour pouvoir réaliser toutes les interactions qui existent avec la mailbox de l'utilisateur. Vous pouvez renseigner le numéro de phone direct, associer un mail serveur si nécessaire ou pas, un alias aussi. Si vous êtes en synchro exchange, etc., ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Alors, sur la droite, les privilèges. Certains privilèges sont à proscrire. Le premier privilège, c'est le full access. Okay. On ne donne jamais un full access à qui que ce soit, même à un administrateur. Ne faites pas ça. Donnez-lui des droits, définissez un rôle et un groupe administrateur avec pas mal de droits, mais ne donnez pas full access parce qu'on ne tient absolument plus compte des droits et des sécurités dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment un mode où on passe à travers tout, quoi, ce qui n'est pas une bonne idée. Imaginez que vous ayez par exemple un CEO ou le département RH qui sécurise certains types de données. Eh bien, ces éléments-là, pour moi, il n'y a rien à faire. Ça n'a aucun sens qu'un administrateur puisse y accéder, quel qu'il soit. Donc, on donne des droits qui sont cohérents et on évite. Le full access, par exemple, pourrait donner, si vous gérez votre ressource humaine dans FICI aussi, l'administrateur pourrait avoir accès à tous ces documents de ressources humaines. Yes. C'est un peu dangereux. C'est vrai. Alors, donc, Modify Record Security. Là, l'idée, c'est qu'un utilisateur peut modifier certaines règles de sécurité qui seraient associées à certaines, par exemple, documents qui auraient été produits. Ça a du sens quand on a besoin de créer un peu de souplesse. Par exemple, un directeur de département pourrait tout d'un coup désécuriser certains documents qui auraient été mal sécurisés ou donner accès à d'autres départements au niveau de ce document. Donc, certaines personnes peuvent obtenir un droit de modification de certains droits et sécurités pour amener de la souplesse dans l'utilisation. Donc, c'est utile. Export d'état, très utile aussi. Ça permet à certains utilisateurs qui ont le droit de faire des requêtes, par exemple, ou bien certains utilisateurs qui auraient la possibilité de directement exporter de la donnée en Excel dans l'interface. On a une petite icône qui permet dans toutes les listes de dire ah ben tiens, fais-moi un export Excel, et du coup, la personne peut le faire. Attention, si vous effectuez cela, vous devez, dans le cadre du GDPR, RGPD en France, vous devez le documenter. Vous devez documenter que certains utilisateurs ont la possibilité d'extraire des données, principalement si elles touchent des contacts. C'est pourquoi il y a bien une petite spécificité export contact data qui permet de dire, OK, on peut exporter de la data, mais en plus, il peut exporter des contacts. Donc, si un jour vous cochez cette case, vous documentez. La synchronisation du drive FICI, ça permet en fait aux utilisateurs de pouvoir synchroniser des dossiers, des opportunités qui contiennent des documents et d'avoir une synchronisation avec leur poste local. Très pratique. Administrer les tableaux de bord, mais ça permet à l'utilisateur de pouvoir créer des widgets dans l'interface et de les rendre publics pour ses collègues. Sympa, par exemple, pour un directeur commercial, un directeur marketing, voilà, un chef d'équipe. Les privilèges dans le designer, ça permet de donner certains droits spécifiques à un utilisateur lambda pour qu'il puisse quand même se connecter au designer et faire certaines choses dans le designer. Pas tout, mais certaines choses. Donc on pourrait par exemple laisser le droit au directeur commercial de créer un nouvel utilisateur qui rejoindrait son équipe. On cocherait Manage User Account dans ce cadre-là. Je ne vous invite pas à laisser le droit à des managers de créer des éléments sur les tables ou sur les champs, ou bien de gérer le contenu de la base de données. Ne faites pas ça. Gardez ça pour les administrateurs. Pour les utilisateurs au sein de, par exemple, de pays qui supportent les cartes d'identité électronique, vous avez la possibilité d'associer une carte d'identité électronique à l'utilisateur. Donc, ça permet d'authentifier l'utilisateur avec un lecteur de carte. Boum, ça se connecte, ça valide en fait l'authentification.
Le SSO permet de définir en fait le single sign-on associé à l'utilisateur, et si cet utilisateur utilise des rapports clics, on va associer là aussi le click user directement sur l'utilisateur. Je ne rentre pas dans le détail de project management pour les skill profiles et workflow, on rentrera plus dans le détail si vous voulez lors d'une formation. Par contre, une fois qu'on a créé un utilisateur, pensez à le rajouter dans un groupe. Par défaut, il fera partie du groupe Everyone, mais ça c'est vraiment le groupe par défaut. Donc, rajoutez-le. Fabrice, je l'ai rajouté ici dans l'équipe des commerciaux. Pour ajouter un autre groupe, bien, vous pouvez directement double-cliquer sur le groupe et il viendra se rajouter sur la droite. On a une autre question ici. Donc, quelqu'un qui nous demande, lorsqu'on modifie un utilisateur ici, donc dans le mode admin, est-ce qu'il faut forcément remettre un mot de passe? Si on modifie certains éléments, je pense qu'il faut par défaut le faire. Donc, si je modifie Fabrice Lambert, tac, 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 hop, je dois donner un mot de passe générique. Je vais mettre ici un mot de passe. Et du coup, le sauver. Si je ne modifie pas le mot de passe, si je ne mets rien, au moment où je fais mon OK, ouais, ça passe quand même. Donc, on peut ne pas écraser le mot de passe et modifier les éléments de l'utilisateur. Ok. Bah, c'est bien, c'était une question live en même temps, comme ça, on va voir directement la réponse. Exact, manipulation que j'avais jamais fait. Donc, là, tu nous as parlé de différents droits de sécurité. Non, j'ai juste défini un utilisateur et je l'ai mis dans un groupe. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est vraiment les droits et les sécurités associés. Ah, d'accord, ok. Je vais prendre le groupe des commerciaux. Le groupe des commerciaux, je vais ouvrir ça en tout grand. Je retrouve dans le groupe, dans la définition du groupe, premièrement, un panneau qui me permet de voir les utilisateurs qui font partie du groupe. Simple. Si je veux en rajouter, je sélectionne et je le rajoute, ça passe de l'autre côté. Les privilèges, on retrouve les privilèges qu'on a définis ensemble là tout à l'heure au niveau de l'utilisateur. Donc, assez logiquement, si un utilisateur fait partie d'un groupe, eh bien, il va hériter des privilèges qu'on va associer au groupe. Les droits sur les tables. Par défaut, quand on crée un nouvel utilisateur, par défaut, quand on crée un nouveau groupe, les droits sont vides. Donc, les personnes ne voient rien, globalement. Donc, il faut ouvrir les droits pour qu'ils puissent accéder à de l'information. Par entité, donc on voit, par exemple, au niveau des sociétés, le groupe des commerciaux peut voir, modifier, supprimer, ajouter des sociétés. On va retrouver ici adresse, par exemple, company address. Ben là, c'est justement une catégorie d'informations qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on pourrait dire que certains utilisateurs ont accès à company de manière générale, mais pas spécialement ici au panneau des adresses complémentaires sur les sociétés. C'est le cas illustré de ce qu'on a vu tout à l'heure en question-réponse. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez par défaut dire je veux gagner du temps, je donne, et puis j'enlève simplement les éléments pour lesquels ils n'ont pas accès. Donc ça, c'est vraiment les droits que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai par défaut sur les tables. Les listes de partage, super importantes, elles permettent de définir ce que les autres groupes vont pouvoir observer comme liste de partage. Qu'est-ce qu'une liste de partage? Quand je prends... Voilà, j'y retourne. Voilà. Quand je prends un utilisateur, si je pousse sur liste de tâches, ceci est une liste. Okay. Et donc cette liste, pour certains, on peut aller voir la liste d'autres personnes. Si je veux voir la liste de mon collègue commercial avec ses tâches, je peux y accéder ou pas. Idem au niveau de son agenda. Idem au niveau de la liste des projets, la liste des documents. C'est toujours le même principe. Donc, on choisit. Les gens faisant partie du groupe commerciaux, des commerciaux, peuvent partager ou pas les informations avec d'autres. Et donc, on choisit les grands groupes avec qui on partage son information. Okay. Default Security, super important. Alors, Default Security, c'est qu'est-ce que vous donnez comme droit aux autres utilisateurs lorsque vous créez un élément dans un fichier. Je crée une nouvelle société, je suis vendeur, qu'est-ce que ça va donner comme droit aux autres groupes et à moi-même? Moi, quand je crée une nouvelle société, je veux avoir un full contrôle sur la société. Je veux pouvoir la créer, la modifier, etc. Par contre, je donne un full contrôle aussi pour les administrateurs, parce que c'est logique. Mais imaginons un avocat junior, dans le cadre de cette DB démo, on ne va peut-être pas lui donner full droit sur un truc que je viens de créer qui est important, un nouveau compte client par exemple. Je pourrais lui donner un accès en read. Du coup, il ne pourrait faire que
observer les informations de la société. Donc c'est vraiment, ça va dans les deux sens. C'est qu'est-ce que je reçois comme droit en provenance des autres et qu'est-ce que je donne comme droit quand je crée des éléments dans FSI. C'est ça la grosse force et la grosse souplesse du modèle, c'est qu'on peut vraiment jouer sur les deux et que la politique de droit et de sécurité, c'est la jonction entre ce que je reçois comme droit et ce que je donne comme droit aux autres. Donc, pour définir les droits et les sécurités, please, ne le faites pas seul. Demandez conseil. Voyez ça avec votre chef de projet, avec un analyste ou avec une personne qui clairement a suivi la formation dédiée. Parce que ça peut être important, justement, peut-être qu'un administrateur ne connaît pas tous les droits qu'il peut donner en fonction des départements aussi. Oui, donc, et puis, il y a un autre sujet qui me semble essentiel, c'est on se rend compte que la majorité de nos clients, quand ils démarrent un projet FICI, ils ont toujours envie de très cloisonner, enfin, cloisonner de manière assez forte les différents départements, les différents types d'informations. Et on a beau expliquer à nos clients, ne faites pas ça. Pensez que l'outil est un outil collaboratif et que au plus vous allez essayer de cloisonner l'information, au plus vous allez vous retrouver face à des effets de bord ou à un système qui tout d'un coup va empêcher le transfert d'informations d'un département à un autre. Donc, mon conseil personnel serait ouvrez, à part vraiment les documents qui sont ou les informations qui sont très très sensibles, sinon ouvrez le plus possible les droits et les sécurités. Et si nécessaire, lors des premiers jours d'utilisation, des premières semaines, les premiers mois, si vous voulez restreindre certains éléments, on peut le restreindre. Mais dans le cas contraire, si vous fermez tout, de manière systématique, 99%, 99% de nos clients demandent une réouverture des droits et des sécurités. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil de terrain. C'est ça. Et nous, chez nous, par exemple, on le fait, même si il y a certaines choses où on peut seulement lire les informations sans pouvoir l'extraire. Donc, exact. Voilà. Et chez nous, les documents RH, par exemple, ne sont pas visibles. Donc, pour toi, ce que tu préconises, c'est de penser ouverture et collaboration avant sécurisation à l'extrême. Parce que justement, le partage d'informations, c'est ça qui est le but aussi d'un CRM et qui fait qu'on découvre des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou des collègues peuvent aussi trouver des idées sur des choses pour lesquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, c'est clair. Ouais, d'accord. Allez, comment créer une ressource? Et d'abord, qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource, en fait, c'est un élément qui peut être utilisé directement à partir de l'agenda. Donc, quand je prends mon agenda en tant qu'utilisateur, j'ai la possibilité de prendre mon agenda ou bien d'aller dans la fenêtre de sélection qui permet de gérer les utilisateurs, les groupes et les ressources. Une ressource, c'est par exemple une salle de réunion, une voiture en pool car sharing, tout élément en fait pour lequel vous souhaiteriez avoir un agenda partagé associé à une ressource. Donc, j'ai Meeting Room, premier étage. Je vais créer Meeting Room, deuxième étage. Meeting Room, second floor. Oups, j'ai pu taper aujourd'hui. On voit qu'elle n'est pas là. Donc, il faut la créer. OK? Donc, je retourne dans mon designer. J'ai la définition de la petite chaise ici qui est la définition des ressources. Je veux créer une nouvelle ressource. On me demande un code d'utilisateur associé à la ressource. Donc, je vais dire par exemple Room 2 et Meeting Room, second étage, pop, pop. Comme dirait mon fils, la flemme. Allez, hop. Voilà, j'ai créé une ressource. C'est aussi simple que ça. Le truc génial, c'est qu'il n'y a pas de licence associée aux ressources. Vous pouvez créer autant de ressources que vous voulez dans le système. C'est gratuit. Et là, c'est applicable à tout le monde. Tout le monde peut l'avoir. Ici, dans ce cadre-là, j'ai ici, hop, par défaut, on dit elle est active ou pas. Donc, par défaut, ils vont les voir. OK. Allons-y, on fonce maintenant dans le contenu. On a vu qu'on a créé des champs tout à l'heure. On a appelé ces champs pour les mettre dans des formulaires. Et on a créé un champ de type lookup qui allait contenir donc une liste déroulante. Allons voir une liste déroulante, comment la modifier. L'une des listes déroulantes les plus connues dans le système, l'une des premières qui est aussi modifiée dans le système par nos clients, c'est la liste associée en fait au mode et aux natures des actions. Donc quand je crée une nouvelle action dans l'agenda, j'ai mode et nature. Mode qui permet d'avoir les call-in, les call-out, les callbacks, les vacances, etc., les meetings internes, les meetings externes. Eh bien, imaginons que je vais rajouter un élément ici à l'intérieur de cette liste déroulante. Comment faire? Premièrement, où suis-je? Je suis dans une action.
de mon agenda et le champ mode. Donc, si la définition est bien pensée quand vous créez vos champs et quand vous créez vos lookups, vous allez la retrouver facilement. Je vais dans la liste des lookups, je tape active parce qu'on sait que c'est une action, c'est la dénomination classique de la table des actions dans FICI. En filtrant, j'observe que j'ai quelques lookups associés à cette table-là. Je retrouve mode qui est le champ associé. Je clique dessus. Je me retrouve face à une jolie fenêtre d'édition qui me permet, en bas à gauche, de rajouter une ligne. Donc, je voudrais rajouter, imaginons, un mode particulier qui serait le mode WebSem. Voilà. Je l'ai mis dans la définition de base. Vous pouvez évidemment rajouter toutes vos traductions si nécessaire. Le sort, ici sur la gauche, permet de les placer dans un ordre spécifique. Donc, si vous voulez que WebSem arrive en premier, vous le positionnez en 1 et vous positionnez les autres derrière dans les valeurs que vous souhaitez. Le disabled sert à enlever en fait une valeur, mais sans la supprimer. Pourquoi ? Parce que si vous supprimez une valeur dans une lookup, elle va disparaître en fait des valeurs préalables que vous aurez déjà pu créer. Exact. Et aussi, elle va, dans ce cadre-là, perturber les rapports qui auraient pu être créés et exploités précédemment. Donc, on ne supprime jamais, on prend directement et on disable. Comme ça, on garde un historique. Comme chaque fois. Voilà. Donc voilà, c'est simple, on pousse sur OK et du coup, on a une valeur qui maintenant est présente dans la lookup. De nouveau, gardez à l'esprit que pour observer cette valeur à l'intérieur du système, si vous êtes déjà connecté, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez et dans ce cadre-là, vous la verrez. C'était la notion de lookup. On termine rapido par la création de références. Les références, ce sont des éléments qui peuvent se positionner de manière automatique avec une certaine structure lorsque vous créez par exemple un nouveau document ou une référence spécifique sur les sociétés pour avoir votre numéro de client par exemple. Et donc vous pouvez créer en fait des références sur les tables des FICI. On voit ici qu'on peut créer sur des projets, sur des stages, ça c'est au sein des projets, sur des étapes, aussi dans le module projet, des campagnes, des opportunités, des incidents, des produits, des documents, des rapports et des objectifs. Ici, je respire de temps en temps. Ouais. Ici, je vais faire simple, je vais positionner une nouvelle référence sur un document. D'accord. Donc, je clique sur document et là, j'ai une jolie petite fenêtre qui m'invite à donner un nom à la référence. Alors, imaginons que ce soit ici une référence pour les nouveaux bons de commande. Donc, je vais dire, par exemple, order form. Ok. En lien avec le produit, quoi, alors ici. Ici, ce serait un bon de commande. Donc, c'est lié au document. C'est un document de type bon de commande qui va contenir globalement des produits liés au document. Tout à fait. Ok. Un petit short name qui va être utilisé dans la définition. Donc, une fois qu'on va utiliser la référence, il va reprendre ce short name. On va voir comment. Donc, ici, je vais par exemple dire que le short name, c'est ORD, pour dire un order form, ça commencera par ORD et quelque chose. Je peux appliquer un compteur pour dire à quelle valeur je veux faire commencer cette référence. Imaginons que vous avez déjà des références définies, par exemple avec vos bons de commande qui seraient déjà à la valeur 505, par exemple. Là, vous pourriez dire, j'ai envie que le compteur, le nouveau compteur que je vais mettre, démarre à 506. Est-ce que les références sont modifiables ou pas? Je vous invite à ne pas les rendre modifiables. Comme ça, lorsqu'on crée un nouveau document, on choisit sa référence, elle vient s'appliquer, l'utilisateur ne peut pas venir changer cette référence de lui-même. On choisit maintenant le format. Imaginons que je veuille créer une référence qui contient d'abord le short name, ensuite le user, ensuite l'année, le mois, et puis le compteur. Donc je vais prendre short name, je peux mettre des séparateurs, donc je vais mettre un petit séparateur de type tiret. On a dit le user, on va remettre un petit séparateur, l'année / le mois, et puis à la fin, mettre le compteur. J'ai donc défini ici la structure que je voulais appliquer. Je détermine qui va pouvoir utiliser cette référence. Donc dans ce cadre-là, je choisis les utilisateurs. Un bon de commande, c'est fort pratique pour les commerciaux. Je le donne aux commerciaux, je pousse sur OK, j'ai créé une nouvelle référence. Cette référence est maintenant exploitable dans le système. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est vrai que ça a l'air assez facile d'utilisation. Oui, ça l'est. Voilà, c'est globalement ce que je voulais vous présenter en top chrono moins d'une heure. Il est 9h55. Je
passe un peu la main de votre côté Oui. si vous avez des questions. Sachez juste que de manière exceptionnelle, je dois vraiment jumper dans une autre réunion de mon côté à 10 heures. Donc, il est fort probable que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour passer en revue d'autres éléments. Par contre, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat. On va les reprendre. Envoyez-nous un email aussi. Vous avez toujours l'adresse, c'est marketing, c'est ça? Bah, je vais peut-être l'envoyer de mon adresse cette Oui, fois-ci. Comme ok. ça, les gens pourront suivre un peu et je pourrai renvoyer les questions. Tout à fait. Mais n'hésitez pas, c'est vrai que ça a été un peu rapide, mais le but c'était de vous montrer un peu différentes choses, le plus de choses possible. Pour rappel, il y a des formations dédiées aussi si vous le désirez. Et vos project managers ou même vos account managers sont là pour y répondre. Je voulais aussi m'excuser encore pour la qualité du son. On a bien pris note. Ça va faire partie de nos débriefings avec Fabrice et moi-même et aussi avec le management pour voir si qu'est-ce qu'on peut faire avec Adobe. On va essayer d'aller voir pour eux. Donc encore avec eux, encore désolé pour ça. Donc les prochaines étapes, ce sera de vous envoyer les présentations rapides, mais vraiment là, on est rentré plus dans les détails. Donc ce qui sera intéressant, ce sera la vidéo. Elle arrivera la semaine prochaine. Voilà, avec un peu de flexibilité de votre côté, vu que c'est les vacances, Noël, un peu pour tout le monde. Donc, on s'occupera de le faire et de vous l'envoyer. On ne vous oubliera pas, ne vous inquiétez pas. En attendant, le prochain webinar sera le jeudi 23 janvier et sera sur le nettoyage d'emails. En effet, on voit qu'on a beaucoup d'emails parfois aussi et qu'on a du mal à les classer ou à les ranger. Donc, ils restent souvent dans notre fil d'actualité et puis On les traite mal. on les traite mal et donc on en oublie parfois. Donc, notre CEO ici nous a fait un peu un petit cours et une démonstration et on pensait que ça pourrait être intéressant pour vous aussi. Donc, voilà, ce sera l'objet de notre prochain webinaire. Voilà, donc ce sera un webinaire vraiment plutôt sur une méthodologie, donc comment traiter ces mails au quotidien, une méthodologie basée sur ce qu'on appelle de l'activity management, du time management, et ça colle vraiment bien à l'utilisation d'Efficie. Donc on va vraiment vous présenter cette manière de travailler. Ce sera donc moins de l'utilisation d'Efficie, ce sera plus vraiment de la méthodo et on va vous illustrer comment ça fonctionne dans Efficie, l'application de cette méthodo à votre gestion des mails. Voilà. Je vous souhaite à toutes, à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, profitez bien. Joyeux Noël déjà en avance à tout le monde. Voilà. Et puis surtout, au plaisir de vous réavoir avec nous lors des prochains web séminaires. J'espère que ça vous a été utile aujourd'hui. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Au revoir.